Et donc salut les gars, on se retrouve pour une petite analyse de projet. J'avais annoncé sur Twitter que je commençais les recherches sur Quantum Network, que j'avais vu des petits trucs assez intrigants dessus. Des petits détails qui me rappelaient notamment le Solana à 3 $. On verra plus tard de quoi je parle exactement. Mais du coup, ça y est, j'ai fini mes recherches, j'ai tout compilé, j'ai tout simplifié, j'ai tout regroupé. Et c'est le moment où je partage mes recherches. Donc je le dis d'abord, au fil de ces recherches, j'ai pris des positions sur Quantum Network. Parce que je pense que c'est un projet franchement, qui est vraiment intéressant. J'ai pas envie de hype pour rien, mais il y a je dirais, la plus grosse institution financière au monde. Donc elle est américaine, hein, mais franchement, elle explose. C'est la plus grosse institution financière au monde. Pour une petite info, en 2025, elle a géré 4,7 quadrillions de dollars de volume. Voilà, je pense qu'on n'a jamais entendu des chiffres pareils. Le truc est énorme. Et cette institution, elle a choisi Quantum Network pour digitaliser ses actifs. Et pour moi, Quantum Network, personne n'en parle. Et pourtant, la blockchain est sortie il n'y a pas très longtemps. Mais le travail sur Quantum Network a commencé il y a à peu près 10 ans, donc en 2016. Et Quantum Network a commencé justement à travailler avec cette institution qui est gigantesque pour offrir de la tokenisation aux institutions financières traditionnelles, donc à travers la blockchain. Voilà. Et donc voilà, de fil en aiguille, j'ai fait pas mal de recherches et je suis tombé sur des trucs vraiment vraiment intéressants. Et du coup, j'ai pris des positions. Et donc ça, c'était les 2 dernières semaines, hein. Donc voilà, si vous découvrez Quantum Network, et bah, allez me suivre sur Twitter, pardon, parce que j'ai commencé à en parler là-bas il y a 2 semaines. Voilà. Donc avant d'avoir fait mes recherches, j'ai dit je trouve ce projet intéressant. Et voilà, ceux qui ont trouvé le projet intéressant autant que moi ont creusé et ont peut-être pris des positions. Et voilà. Donc, dans cette vidéo, on va voir très rapidement ce qui se passe sur cette blockchain, pourquoi personne n'en parle, parce que en vrai, elle est assez différente des autres blockchains et réussit vraiment dans son domaine, mais pourtant, il y a des gens, soit ceux qui en parlent, c'est pour en parler mal, ou alors les gens juste n'en parlent pas et pensent que c'est un vieux truc tout pourri, alors que pas du tout. Et on va voir un petit peu ce qui se passe en coulisses au niveau des régulateurs, parce que les institutions financières américaines notamment prennent le devant sur la tokenisation, et ils font vraiment des trucs, et si on suit ce qui se passe, ça nous mène à Quantum Network. Et donc du coup, Quantum Network, il a été créé pour ça, pour répondre aux besoins de la finance traditionnelle, et on va voir du coup, c'est quoi son avantage, ses inconvénients. Je tiens à le dire, tout n'est pas tout rose dans cette vidéo. Je suis pas là pour hype le truc pour rien. Et on va aussi parler de ce qui va pas sur Quantum Network. Parce que j'ai vu des trucs qui franchement me dérangent. Et s'il y avait pas ces trucs, j'aurais all-in. Mais voilà, ils sont là, donc du coup, je fais un peu attention. Voilà, je le dis, on verra plus tard de quoi je parle. Mais voilà. Donc, tout d'abord, pourquoi est-ce que je me suis intéressé à Quantum? Je pense que c'est intéressant d'avoir un peu la logique derrière, parce que c'est une logique que vous pourrez appliquer sur d'autres trades. Et il se trouve que, je sais pas si vous étiez là, je sais plus quand Solana a décollé, mais en tout cas, je crois que ça devait être en 2020, un truc comme ça, à peu près. Solana était hyper bas. Et en fait, il faut savoir que Ethereum était là depuis un peu longtemps et tout. Et quand Solana a commencé un peu à prendre, à avoir du volume, de la traction et tout, en fait, t'as tous les Ethereum Maxi qui sont venus et qui étaient en mode ouais, Solana c'est de la merde et tout, c'est centralisé, certes c'est rapide, ok, et c'est pas cher, mais en vrai, voilà, c'est parce que vous n'êtes pas décentralisé et tout, et franchement, vous méritez pas d'être dans la blockchain et tout. Bref, des commentaires vraiment en mode vénère. Et au final, Solana a explosé tout le monde. Voilà, passé de 3 $ à peut-être, je sais plus, 300 $. Et du coup, tous les Ethereum Maxi ont dû fermer la bouche, moi compris. Franchement, moi j'aimais pas Solana à l'époque, et j'ai complètement changé d'avis. Et aujourd'hui, en fait, je vois la même chose se reproduire avec Quantum. C'est-à-dire que Quantum, il vient, il débarque un peu, il sort de nulle part, et il vient avec, je dirais, un système de croyance qui est complètement différent de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, et en fait qui va servir des clients, enfin des utilisateurs qui sont complètement différents de ceux que la blockchain sert actuellement. Donc en fait, grâce à Quantum Network, on va pouvoir faire des trucs complètement nouveaux sur la blockchain, au niveau de la blockchain.
Et pour moi, en fait, quand il y a un peu ces conflits, pardon, ces débats, c'est là où en fait on va avoir des trades qui sont pas consensus. Et en fait, au fur et à mesure que les gens comprennent la thèse, ils vont rejoindre le projet va monter et tout va monter en prix. Et pour moi, du coup, c'est des trades qui sont relativement intéressants. Et c'est pour ça que j'ai commencé à creuser Canton Network. Et au final, j'étais très content d'avoir creusé parce que j'ai trouvé des trucs super intéressants. Donc, qu'est-ce que Canton Network? Canton Network, c'est une blockchain qui a été créée spécifiquement pour les real world assets. Donc, grosso modo, ça va être tout ce qui est tokenisation d'actifs, donc des obligations d'État, des actions et tous les actifs traditionnels un petit peu. Et donc ça a été fait avec les institutions financières en tête. Donc tous les produits sur Canton Network, enfin Canton Network en tant que blockchain a été créé pour servir les institutions. Parce que moi c'est toujours une idée que j'ai eue en tête, c'est que si t'es une institution, c'est quand même relativement compliqué de se lancer sur Ethereum parce que y a des hacks, tout est public. Voilà, enfin en tant qu'institution financière, quand on sert des clients, on va pas publiquement afficher notre aide, afficher ce qu'on fait, afficher notre stratégie. Enfin, juste, en fait, ça fonctionne pas. On n'a pas le droit de juste, comme ça, publiquement. Enfin, quand on gère de l'argent, il faut que ce soit fait de manière privée. On va pas montrer tout ce qui se passe. Même si on a des clients, on va pas mettre publiquement leur trade, quoi. Voilà, on peut pas faire ça, il y a des régulations, on n'a pas le droit de disclose des trades comme ça. Et même, on n'a pas envie de disclose, on n'a pas envie de montrer notre stratégie. Si on a un fonds privé, on va pas se mettre à trader sur la blockchain et montrer notre stratégie comme ça aux yeux de tous. Donc non, il faut de la privacy. Et sur Ethereum, pour l'instant, c'est pas le cas. Voilà. Je dirais qu'il y a aussi des problèmes de MV. Donc non, par rapport à la privacy, du coup, Canton a été créé de manière à avoir une privacy au centre. Quand je dis privacy, c'est à ne pas confondre avec anonymity. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas, quand on transacte sur Canton Network, on n'est pas anonyme, mais par contre, les gens ne peuvent pas voir ce qu'on fait. Mais si imaginons qu'il y a un problème, n'importe, de blanchiment d'argent par exemple, Canton Network, en tout cas, les parties impliquées dans les transactions liées au blanchiment d'argent peuvent voir ce qui se passe et donc du coup reporter ça aux institutions régulatoires et comme n'importe quel broker en fait actuellement en fait. Voilà, quand vous tradez sur n'importe quoi, je sais pas moi, Trade Republic ou n'importe quelle banque ou quoi, si vous faites du blanchiment d'argent, vous serez reporté aux régulations de votre pays. Et voilà, juste c'est comme ça que ça marche, c'est les lois et c'est comme ça. Et les banques sont obligées de vous reporter aux institutions. Voilà, donc ensuite, deuxième point qui est un problème sur Ethereum et qui est aussi un problème sur Solana et sur quasiment toutes les blockchains, c'est ce concept de MEV. Donc typiquement la MEV ça va être les attaques sandwich, entre autres, hein, mais ça peut être tout ce qui est arbitrage et tout. Mais en fait, le MEV de manière globale, ça va être observer les transactions qui sont publiées, enfin non. En fait, avant de publier les transactions dans des blocs, elles sont dans ce qu'on appelle la mempool. Et en fait, la mempool, c'est toutes les transactions qui sont désorganisées. Et la MEV, ça va être prendre ces transactions et les organiser à notre avantage. Du coup, c'est pas cool parce que par exemple, quand on voit un trade qui a une grosse valeur et qui va beaucoup impacter le prix, et ben en fait, on met notre trade avant, le gros trade passe, fait monter le prix et nous on vend derrière. C'est ce genre de problèmes en fait qui sont sur Ethereum. Et ça, pour la TradFi, c'est un problème. C'est pas censé être légal en fait. Manipuler l'order flow comme ça, c'est pas censé être légal. D'autres problèmes aussi, donc tout ce qui est hack sur la DeFi. En fait, quand il y a des gros hacks, Ethereum s'en fiche, ils laissent faire en fait. Et c'est à toi de gérer. Du coup, en tant qu'application, si tu te prends un hack, en fait, t'es un peu dans la merde. Tandis que sur Canton Network, chaque application en fait génère son subnet et du coup elle peut gérer si elle veut rollback, elle peut rollback. Elle peut faire un peu ce qu'elle veut en fait. Et Canton Network est fait de telle manière à ce que donc chaque application a son subnet, mais chaque subnet peut interagir avec d'autres subnets de manière atomique. C'est-à-dire qu'en une seule transaction, on peut interagir avec plusieurs subnets. Donc ça, par exemple, c'était pas possible sur d'autres blockchains, genre Polkadot, Cosmos. Les subnets étaient gérés des réseaux isolés. Si je dis pas de bêtises, vous pouvez me corriger dans les commentaires, mais je crois que les subnets étaient relativement isolés quand même. Et ensuite, je dirais, un des gros problèmes, c'est que
en fait, en tant qu'institution financière, il y a des lois à suivre, et les blockchains, en fait, c'est plus compliqué de suivre ces lois, notamment en termes de money laundering, etc. Il faut quand même prendre pas mal de précautions par rapport à ça, et sur Ethereum, sur Solana et tout, c'est plus compliqué. Voilà, et je dirais un autre problème, donc là c'est plus lié à Ethereum, mais en termes de scalabilité, Ethereum, ça reste quand même très très moyen, même s'ils vont faire des améliorations, ça reste quand même très moyen. Tandis que sur Quantum Network, c'est un paradigme qui est relativement différent, c'est-à-dire que chaque application va gérer ses transactions. Donc, du coup, en termes de scalabilité, c'est une scalabilité qui est beaucoup plus horizontale en fait, puisque chaque application, les transactions ne vont pas être répliquées sur un set de nodes, sur tous les nodes du réseau. Elles seront répliquées seulement sur le réseau de l'application. Voilà. Ensuite, donc en termes de blockchain, comment s'organiser? Donc là, je fais vite fait. Après, on passera aux trucs un peu plus intéressants, donc les tokenomics et je dirais les gros partenariats et tout. Mais juste vite fait pour que vous compreniez un peu la suite, je suis obligé d'expliquer comment est organisée la blockchain, parce que plus tard, ça nous servira à comprendre les tokenomics. Donc pour la blockchain, ce qu'il y a à savoir, c'est que d'abord il y a les application providers. Donc là, ça va être grosso modo les applications décentralisées. Si on fait une analogie avec Ethereum, une application provider, ça pourrait être Aave par exemple, ou Morpho, ou Uniswap. Et sur Quantum Network, ils vont tourner leur propre node pour gérer les transactions. Ensuite, donc, il va y avoir les utilisateurs. Donc là, ça va être vous, moi, les institutions qui utilisent les applications et qui payent des frais de transaction sur la blockchain. Il va y avoir les Quantum Service Providers. Donc là, c'est ceux qui vont gérer un peu les interactions entre les applications décentralisées. Et après, il y a les super validators. Donc là, ça va être un groupe de personnes qui vont gouverner le réseau. Et là, du coup, c'est là où on va retrouver des institutions qui sont extrêmement connues. Donc là, on va retrouver typiquement des grosses banques, donc Goldman Sachs, BlackRock, ce genre de trucs. Et du coup, ils ont énormément de partenariats. Et ces gens, en fait, sont une sorte de council qui vont juste gouverner le réseau et parfois accepter des nouveaux super validators qui vont faire passer des upgrades au réseau, etc. Ouais, donc pour vous montrer un petit peu comment est organisé le réseau, j'ai un schéma qui était un peu sympa dans mon article, parce que j'ai posté aussi un article sur X. Et donc voilà, grosso modo, ça va être ça. Les utilisateurs vont interagir avec les validateurs. Les application providers vont faire tourner leurs validateurs. Ils vont interagir du coup avec les super validateurs, tout ça. Bref, en gros, si vous voulez une overview du réseau, ça ressemble à ça. Ensuite, donc j'aimerais vous partager un petit peu ce qui m'a rendu bullish. Et je dirais les trucs qui m'ont rendu bullish, c'est globalement qu'ils ont énormément de contacts dans la finance traditionnelle. On va en voir quelques-uns. Donc le premier, c'est... donc en fait, il faut savoir que j'ai regardé plein d'interviews, quasiment toutes les interviews disponibles. Et il se trouve que parmi l'une d'elles, on va voir tout de suite, Goldman Sachs annonce construire sur Quantum Network. Donc voyons ça. Alors attendez, j'active le son. Hop. On Canton. Yeah. Donc. Kind of DApp applications there. Yeah. Are you guys are building on Canton? Yeah. What are you building? Well, the digital asset platform is an application on that, and then there's things that will be developed in and around that. Donc, grosso modo, ce qu'ils disent ici, c'est que Goldman Sachs sont en train de construire une plateforme de tokenisation et qui vont construire sur Quantum Network. Donc ça, c'est le CEO de Quantum Network. Ça, c'est le CEO of Digital Assets, Head of Digital Assets à Goldman Sachs. Et lui, c'est le CEO de, alors je crois que c'est Rebit Capital, un des plus gros VC qui a investi dans la fintech. Et lui, c'est juste le mec qui a le podcast. Mais du coup, info de ouf en vrai. Je sais pas si vous vous rendez compte. Mais voilà, ensuite, la DTCC a digitalisé 330 milliards de ses bons du trésor. Il faut savoir que la DTCC, c'est l'entreprise, c'est une entreprise à but non lucratif. Mais en gros, cette entreprise, c'est elle qui gère
tous les trades de la finance traditionnelle. Donc, le truc, c'est un mastodonte, c'est un monopole quasi complet sur le custody des actions. Et pour vous donner une idée de la taille du truc, en 2025, ils ont géré 4,7 quadrillions de dollars de volume au total sur l'année 2025. Donc je sais pas si vous voyez régulièrement des chiffres en quadrillions. Perso, moi j'en vois jamais. Et juste le truc est énormissime. Et donc, ils ont choisi Canton Network pour tokeniser leurs actifs en premier. Alors je mettrai une petite parenthèse, Canton Network ne sera pas la seule blockchain, mais c'est la blockchain principale et actuellement, on va le voir... Alors j'ai pas la... Je crois pas que j'ai... Peut-être j'ai pas mis la... Bon en tout cas, ils ont digitalisé 330 milliards de bons du trésor. Pour vous expliquer vite fait, enfin juste pour mettre un peu en contraste, regardez un petit peu, donc si on prend la valeur totale en DeFi, toute la DeFi, hein, donc là on prend, alors je sais pas si on... Alors du coup, si on exclut les stablecoins, du coup j'ai l'impression, mais si on prend la TVL de toute la DeFi, donc Solana, Ethereum et tout réseau confondu, on est à 85 milliards. Et là, donc là si on prend AdRoule Value, on est à 360 milliards sur Canton Network. Donc c'est... Enfin bref. C'est un peu un truc de ouf, je trouve. Alors forcément il y a des nuances à ça. C'est que c'est plutôt en interne, c'est pas quelque chose avec lequel on peut vraiment interagir. Mais pour moi en tant que première étape, c'est extrêmement prometteur, je trouve. Ensuite, parce que ils vont pas s'arrêter là. Il se trouve que voilà, donc ils gèrent du coup le custody des actions. Donc en gros le settlement, ou je sais pas comment on dit en français. Comment on dit en français? Voilà, le règlement. En gros, ils vont gérer les comptes des actions. Les comptes genre qui a quoi, etc. Et ça, ils comptent ils comptent commencer à le lancer en juillet et avec un lancement en octobre. Sur Canton Network encore. Voilà, et si on regarde un petit peu les super validateurs du réseau, il y a quand même des gros mastodontes. Alors je connais pas tout le monde, mais notamment il y a TradeWeb, donc une énorme institution de trading digital, un peu comme la DTCC. Je sais que si on va dans Hosted, alors BitGo, énorme, Chainlink, il y a qui d'autre je connais pas... il y en a plein que je connais pas en vrai, mais... Visa, il doit y avoir aussi Goldman Sachs, BlackRock, Circle, Keiko, je connais pas. Ledger, quoi d'autre? En tout cas, il y en a un paquet. Je crois qu'il y a aussi... Attendez, je regarde vite fait mes notes. Je sais qu'il y a du coup, il y a la DTCC, il y a Euroclear qui est la DTCC européenne. Donc Visa en a dit, Broadridge, leader mondial de post-trade assets. Donc Broadridge, il y a aussi TradeWeb, on a dit, le Nasdaq, Liberty City Ventures, donc là c'est plus un VC. Goldman Sachs, on a dit, et Chainlink Circle, on a dit. Voilà. Je sais qu'il y a aussi JP Morgan qui build dessus. Ils build leur JPM coin, donc leur stablecoin. Il y a HSBC qui a commencé à tokeniser des actifs dessus. Goldman Sachs qui intègre sous sa plateforme de tokenisation sur Canton. Et franchement, j'en passe, il y en a encore d'autres. Et après, je pense qu'on peut rentrer dans les tokenomics. Elles sont assez intéressantes, mais je pense que c'est là où va falloir faire preuve de... va falloir faire attention en fait. Donc le token c'est CC, je vais vous montrer vite fait sur CoinGecko. Alors hop. Voilà. Et donc du coup c'est ce token là. À peu près 6 milliards de market cap, 39 milliards de supply. Et pour moi, attendez, si on prend sur TradingView, pour moi c'est une des plus belles charts de tout l'écosystème. Pour moi c'est limite mieux que Hype en fait. Ça retrace beaucoup moins. Et la chart est magnifique.
Et du coup, l'objectif du token, ça va être tout d'abord de créer des incentives sur le réseau. Et en plus, ça va aussi servir de proxy pour les profits. Donc en gros, ça va être un outil pour, je dirais, capitaliser les profits du réseau. C'est-à-dire que d'un côté, il va y avoir du mint qui va venir incentive, donc récompenser les gens qui créent de la valeur sur le réseau. Donc ça va être les validateurs, les super validateurs, les gens qui créent des applications. Et en plus, donc il faut savoir que les récompenses, elles vont diminuer avec le temps, ça on verra un petit peu plus tard. Mais du coup, toutes les transactions qui sont créées vont venir payer, enfin c'est-à-dire toutes les transactions sur le réseau vont venir burn des tokens. Mais ça va pas être comme sur Ethereum où on burn une petite partie du frais de transaction. Là par contre, on va burn 100% du frais de transaction. Donc les validateurs ne reçoivent 0 en fait. Et l'objectif de ça, c'est de créer un business décentralisé. Voilà. Donc je sais que Canton Network, ils aiment bien dire qu'ils ont lancé en mode fair launch, qu'ils n'ont pas levé de fonds sur les VC. C'est faux, ils ont levé 185 millions, notamment donc lead investor ici TradeWeb, qui sont, du coup on l'a déjà dit, une énorme institution financière aussi. Mais voilà, en vrai je comprends pas trop pourquoi ils disent qu'ils n'ont pas levé d'argent, alors que soit ils l'ont dit avant, et du coup ils ont levé après. Mais du coup c'est bête parce que c'est un peu hypocrite de leur part de dire ça avant. Mais voilà, quoi qu'il en soit, ils ont des VC, donc ne tombez pas dans le piège de croire que ça n'a pas de VC. Ils aiment bien aussi dire qu'ils ont été fair launch. Mais franchement, je trouve ça un petit peu... Enfin, si on veut être proche de la vérité, moi ça me dérange pas qu'ils fassent du marketing, parce que voilà, ils travaillent pour mes bagues et tout, c'est très bien. Mais juste, c'est pas vrai qu'ils ont... Enfin, moi je trouve que dire qu'on a fair launch, en vrai, t'as fair launch avec tes potes insiders, t'avais ceux qui ont eu les plus grosses récompenses, c'est ceux qui étaient validateurs early, c'est-à-dire des insiders. Donc pour moi, le coup de fair launch, en fait, c'est clairement malhonnête, c'est pas vrai. Le résultat de ce fair launch est le même que si tu avais fait un deal VC. C'est même encore pire parce que ceux qui étaient là early, ils ont quasiment rien payé en fait. Et ils ont reçu énormément de tokens. Donc bref, ne vous faites pas avoir par ces deux narratifs que Canton Network essaye de lancer. Voilà, je préfère vous prévenir, ce n'est pas vrai. Et si un jour vous devez vendre, enfin en tout cas ne tombez pas amoureux de ce projet pour ces raisons-là, parce qu'elles sont fausses. Voilà, donc comment est-ce que les tokenomics sur Canton Network fonctionnent? Ça va être cet équilibre entre mint et burn. Donc comme je l'ai expliqué avant, le réseau va venir mint des tokens pour ceux qui créent de la valeur sur le réseau, donc les super validators, ceux qui créent des applications et qui génèrent de l'activité sur le réseau. Et derrière, donc du coup les gens qui vont venir interagir avec ces transactions, ils vont venir brûler les frais de transaction et donc du coup un peu augmenter, augmenter la rareté du token. Et ça du coup, voilà, avec un objectif d'inflation de 2,5 milliards par an. Alors, je sais pas si là actuellement ils sont plus vers les 10 milliards. Donc c'est le début. On va voir l'inflation un peu plus, enfin très très bientôt. Du coup, on y est. Actuellement, donc ça vous pouvez le voir sur un site qui s'appelle, je crois que c'est ce site-là, canton.thetype.io. Ici, vous pouvez interagir avec. Et tout simplement, en fait, donc au début, je vais prendre le site, ce sera plus simple. Au début, donc il y avait 16 milliards de rewards pour les super validateurs. Donc ce qui est énorme. Hein. Pendant les 6 premiers mois, 16 milliards de récompenses pour les validateurs. Donc ça représente à peu près 80% des incentives pour les super validateurs. Et ensuite, avec le temps, ça diminue. Mais là, on est quand même toujours à peu près... Attendez, parce que ici, j'ai mis 10 milliards. Ah oui, parce que ça, c'est en biannuel. Donc voilà, donc on est à peu près à 5 milliards, donc 10 milliards par an de tokens. Et ça représente donc près de 1,6 milliard d'inflation de récompenses par année. Voilà. Il faut savoir que sur ces 1,6 milliards, il y en a à peu près 66% qui sont burn actuellement. Ce chiffre est dynamique. Mais voilà, ce qui correspond à une inflation de à peu près 500 millions. Je crois qu'on y reviendra un peu plus tard. Mais voilà, comme ça c'est dit. Du coup, en vrai, c'est à peu près tout pour les incentives. Il faut quand même faire super attention. C'est des incentives qui sont extrêmement agressives. Et du coup, forcément, pour moi, ça va venir fausser
toutes les métriques ici. Parce que du coup, forcément, si on te paye pour avoir l'activité, et bah toi, en tant qu'application, bah, t'es motivé à payer pour générer encore plus d'activités. Donc forcément, du coup, ça fausse pas mal de choses, et ça, faut en être bien conscient. Et donc du coup, en fait, ça nous arrive au mécanisme global. Donc ici, on a à peu près ça qui sont mint, donc 650 millions, donc ça c'est tous les 30 jours, et tous les 30 jours, 450 millions qui sont burn, avec un burn rate de environ 68%. Donc ça c'est dynamique. Et du coup, il n'y a pas de supply fixe en fait. Et du coup, le supply va être vraiment dynamique. C'est possible que du coup, le réseau soit déflationniste, mais du coup, de ce que je comprends, moi, des fois, ils en parlent, mais de ce que je comprends du white paper, ils visent une inflation à 2,5 milliards de tokens par an. Voilà, mais du coup, c'est ça le mécanisme en fait. Et ça, vous pouvez l'observer, je crois que c'est sur. Alors, c'est pas sur ce site du coup, ça va être sur. Je crois que c'est sur Lighthouse.xyz. Et voilà, ici. Avec plein d'autres métriques, comme les transactions par seconde, etc. Bref. Voilà. Et donc du coup le supply est dynamique et enfin bref, et ça burn pas mal de tokens quand même. Moi, un truc que je trouve qu'il faut noter, c'est que le supply du coup est très concentré, bah, à cause de ces incentives ici qui étaient qui étaient très agressives au début. On se retrouve avec Digital Asset qui hold. Alors ici il y a écrit 3,9 milliards, je pense qu'ils ont bien plus, ils ont 3,9 milliards de lock, mais je pense qu'ils ont bien plus de tokens que ça, donc plus de 10% du supply. À mon avis, franchement, ils ont beaucoup plus que ça, à mon avis. Juste, c'est pas forcément écrit là. Mais du coup, les institutions qui sont super validators vont venir lock leurs tokens. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas vraiment de reward. Donc c'est pas comme s'ils loquaient des tokens et après ils pouvaient vendre les rewards directement, vu que les rewards, enfin les frais de transaction sont burn instantanément. Et donc du coup, une concentration du supply, la question c'est est-ce que c'est bearish ou pas? Et moi j'ai envie de dire que c'est très facile de dire oui, le supply est concentré, du coup ils peuvent dump et tout. Je pense que dans les faits, ça se passe pas comme ça. Peut-être que sur un shitcoin qui vient de sortir et qui a 100K de MCAP sur PumpFun, ouais, ça marche comme ça. Sur un projet qui est très institutionnalisé, très régulé, ce genre de truc, les mecs peuvent peut-être pas. Alors, en vrai, c'est à prendre avec des pincettes, mais peut-être qu'ils peuvent pas dump directement, et peut-être que du coup, le fait que le supply soit aux mains de grosses institutions qui sont là pour le long terme, peut-être que c'est à court terme, peut-être que c'est plutôt bénéfique qu'autre chose. Et voilà, je trouve ça trop facile de dire ils ont trop du supply, ils ont trop de pourcents du supply, du coup je fade le projet à 100%. Je pense que ce serait une erreur de penser comme ça. Beaucoup de projets qui ont extrêmement bien performé avaient un supply très concentré. Je pense à notamment XRP, BNB, le SHIB de Shiba, X, le token de Richard Hurt. Il y en a plein d'autres. Alors certes, il y en a, c'est des shitcoins, mais c'est pour donner l'idée qu'un supply concentré, c'est pas forcément une mauvaise chose. Voilà. Ensuite, en explorant la blockchain, j'ai quand même vu des trucs qui, franchement, qui m'ont un peu déçu ou alors qui m'ont fait réfléchir. Donc premièrement, c'est l'inflation qui est énorme. Même si ça a réduit aujourd'hui, c'est encore énorme et du coup, avec une grosse partie qui va aux applications, les applications sont peut-être moins tenues de régulation, elles sont moins besoin de lock. Et du coup, ça peut être un peu relou si jamais ils dump. Ça peut même être très relou. Donc faut bien se dire qu'il faut de la demande pour contrer cette inflation. Et tu peux pas juste avoir une inflation comme ça à genre, je sais pas, franchement c'est à quasiment 20% par an actuellement. Comme ça gratuitement quoi. Ensuite, du coup, parce que prenons un peu l'Excel. Donc on a dit annuel 1,6 milliard d'impressions monétaires. Et en comptant le burn, ça fait à peu près 550 millions. En termes de. Du coup, si on prend le projet, les profits du projet, ce sont ce qui est burn en fait. Et du coup, si on prend ce qui est burn en tant que profit, ça fait un price to earning qui est à peu près de 6. Sachant que dans cette industrie, si on prend le price to earning de ICE ou de. Je crois que c'est oui, la CME, on est plus vers entre 15 et 20 en price to earning, donc quand même un price to earning qui est assez bas.
sur Canton Network. Pourquoi est-ce qu'il est assez bas? Ça, c'est une très bonne question. Soit c'est parce que le marché anticipe que, à cause des incentives, les earnings vont largement baisser. Et donc, du coup, il price un price to earning qui est déjà bas, en fait, et qui anticipe que euh, l'activité du réseau va baisser au fur et à mesure que les incentives vont baisser. Je dirais un contre-argument à ça, c'est que les incentives vont encore durer assez longtemps. Donc, encore 2 ans à peu près. 2 ans et demi. Donc, il pricerait le projet à 2 ans et demi. Ça me paraît un petit peu loin quand même pour un projet qui est autant early. Mais bon, c'est possible. Ou alors juste c'est une bonne opportunité et voilà, on peut target un petit x3, x4 à partir d'ici, avec un target price to earning de 20. Alors ça, c'est si on le valorise comme un business, mais si on le valorise comme une blockchain type Ethereum ou Solana, en fait, il y a beaucoup les network effects qui rentrent en compte, et du coup, si on calcule leur price to earning, je crois qu'on explose le 20x. Donc voilà, ça dépend comment vous voulez valoriser la blockchain, vous, pour vos récompenses, mais je pense qu'une estimation conservatrice serait de target si on est bullish, de target un price to earning de 20. Voilà. Et ensuite, moi, un truc qui m'a beaucoup déçu par contre, c'est que quand j'ai voulu rejoindre l'écosystème, la plupart des applications, fallait un code pour rentrer, et on peut pas juste se connecter une wallet à une application et l'utiliser et tout. Même les wallets sont fermés et il faut rentrer un code. Donc certains, comme Zoro Wallet, moi j'utilise Zoro Wallet, qui est vraiment pas ouf, sincèrement. C'est pour ça que je recommande pas trop encore, mais eux, on peut avoir un code gratuitement. Mais voilà, pour toutes les applications, il faut un code et c'est super chiant. Donc, un peu, qu'est-ce que c'est le bull case pour Canton Network? Du coup, pour moi, ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est une blockchain qui est vraiment positionnée pour l'adoption institutionnelle, et ça, c'est une demande qui n'est pas vraiment adressée par le marché, parce qu'il y a plein de problèmes avec les blockchains actuelles. Et tout ça, c'est soutenu par une forte... déjà quand même une forte adoption, en tout cas un fort signal d'adoption de la part de la plus grosse institution financière au monde, donc la DTCC, qui a littéralement choisi Canton Network pour digitaliser ses actifs. Franchement, rien que ça, c'est quand même à noter en fait. Pour moi, rien que ça, faut s'intéresser au projet, parce que sinon, on rate vraiment un acteur clé de la tokenisation. Et puis même si, voilà, ensuite, ce truc de privacy built-in, c'est un truc qui est vraiment utile, enfin en fait c'est obligatoire pour la finance traditionnelle, et pour moi Ethereum, Solana, etc., ça ne permet pas de répondre à ce besoin, et c'est là où Canton est vraiment intéressant. Et en fait, quand on voit toutes les grosses institutions financières de la finance traditionnelle, donc Goldman Sachs, BlackRock, DTCC, etc., qui s'allient autour de Canton, pour moi c'est hyper intéressant. Et donc du coup, si on a un price to earning de genre 6, ça peut potentiellement être une bonne idée. Voilà, après niveau incentive, ça, à voir. Faut que... C'est cool parce que, du coup, vu qu'il y a de fortes incentives au début, et bah, ça permet de ramener du monde. Mais voilà, après, faut quand même nuancer le truc, et l'inflation, ça peut être cool au début, mais faut savoir gérer le truc en fait. Et la plupart des projets ne savent pas le gérer. Voilà, du coup, c'est à peu près tout pour le bull case de Canton Network. J'espère vous avoir un peu attisé votre curiosité sur le projet et avoir pu présenter un petit peu son bull case de manière intéressante. J'espère que ça vous aura captivé et que vous vous intéresserez au projet, et que si vous achetez comme moi, que le projet monte. Ça, je vous le souhaite, je me le souhaite à moi aussi. Et voilà, en tout cas, c'était quand même beaucoup de travail de regrouper toutes ces informations. Donc, j'ai lu quand même, si vous voulez voir un peu tout ce que j'ai lu, mais j'ai quand même fait un paquet de white paper, des trucs où j'ai pris pas mal de notes, pour regrouper tout ça. Et voilà, si c'est quelque chose qui vous a intéressé, et que je voulais que je continue de faire ce genre de travail, je le fais pour moi, mais le publier pour tout rendre un peu digeste, essayer de vulgariser un peu certains concepts, ça prend du travail supplémentaire. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire,
Abonnez-vous sur YouTube ou sur X, enfin même et sur X d'ailleurs, parce que j'ai publié aussi l'article là-bas et j'en ai parlé même beaucoup plus tôt. Donc si vous voulez un peu des news un peu plus en direct, n'hésitez pas à aller me suivre sur X. Et sinon c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Salut.